Now we're leaving, spreading wings. Now we're riding southern winds. The darker season is rolling in. The horizon shimmering. Now we're gliding over the city, loud and bright, sitting pretty. And if you're watching a starry night, catch our flight. Migration feathers. Now we're soaring, feathered darts. Dawn is breaking, fills our hearts. Nothing can slow this down. This arrowhead, without a sound, shooting straight ahead. A brighter future, a brighter sun is calling out. It's why we run. And if you're watching a starry night, catch our flight. Migration feathers. Migration. Ah là là, c'est pas mal ça. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Ça s'appelle Migration Feathers de General Electric avec des K et pas avec des C. Je les aime beaucoup. Bon, ceux qui étaient live hier soir avec notre ami Carlos, il m'a mis une misère sur la programmation musicale, mais une misère assez incroyable. Le mec, bon, déjà, il a 10 ans de plus que moi. On a... Non, pas 10 ans de plus. Je pousse. Il a 8 ans de plus que moi. Mais du coup, il est musicien, il a 8 ans de plus que moi. Il a une culture musicale beaucoup plus riche que la mienne. Il n'y a pas à dire. Ses playlists, elles défoncent. Il a réussi à nous mettre des trucs en background et tout, mais de folie. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va laisser un peu de musique en background, comme ça. Et puis, on va voir comment ça se passe. Sacha nous dit bonjour. Salut Sacha. On va dire bonjour à Arthur, à Colombe, à Studpiece, à Neo Canada, à CanTMD, à Daisy Potter, à Dudes, à Steve, à Dude75 qui est le cousin de Dudes avec un Z, à Fitaxdi, oulala c'est compliqué ça à dire, à Yulis, à GD, à Ekal, à Ray, à Askadelan, à Damien 12, Cacactoès et toute la clique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de quoi que ce soit en particulier. Je suis plutôt de bonne humeur. Il fait beau là où on est, à Châteauneuf-Grasse. Je vous rappelle d'ailleurs que Châteauneuf-Grasse, c'est une partie de l'équation de Radio Château. Radio Château, c'est une équation à deux inconnues. La première inconnue à résoudre, c'était que nous sommes à Châteauneuf. Et donc, il y a Château. Et donc, c'est venu comme ça. Et la deuxième partie de l'équation, c'est qu'en tant que bonne fin de race qui se respecte, il fallait bien que je fasse quelque chose de ma particule. Et comme j'ai pas de château, il fallait bien que je m'en invente un. Et donc, on a inventé Radio Château. Et voilà. Alors, quelqu'un d'anonyme, vous avez décidé de nous lancer une question bim qui balance direct. Salut Jean, je suis solo founders avec des freelances. Écoute, déjà que tu es des freelances, c'est pas mal. Tu fais une plateforme SaaS basée sur du no-code. Mais c'est pas mal aussi, ça. Ça veut dire que tu te débrouilles avec tes petites mains et tout, comme un grand. Et tu as déjà des clients qui payent. Mais c'est vachement bien. Et du coup, c'est quoi le problème? Tu me demandes, c'est compliqué de lever en site 150 000 euros. Alors, mon ami, cher anonyme, le sujet, c'est pas est-ce que c'est compliqué de lever 150 000 euros, c'est mais qu'est-ce que tu veux faire avec 150 000 euros? Parce que si tu sais bien ce que tu as envie de faire avec 150 000 euros, je pense que tu n'auras aucune difficulté à lever 150 000 euros avec des business angels. Mais par contre, il faut savoir ce que tu veux faire avec. Ça, c'est important.
Donc voilà, écoute, soit c'est parce que tu as déjà des clients, tu vas accélérer sur certains sujets et tu as besoin d'un peu de cash, soit c'est parce que tu es en pleine phase d'accélération et en fait cette phase d'accélération elle te coûte de l'argent parce que tes clients mettent plus de temps à se rembourser que toi tu ne les payes upfront et dans ce cas-là c'est pour payer la croissance et ça c'est cool. Ou alors c'est pour de mauvaises raisons. Alors les mauvaises raisons c'est quoi? C'est embaucher un mec très cher, ça c'est vraiment une mauvaise raison. Deuxième mauvaise raison, il y aurait quoi? Il y aurait pour toi te payer très cher tout de suite. Ce serait pas une super raison non plus. Voilà. Mais 150 000 euros en seed, si tu as déjà une plateforme qui tourne avec des clients et tout, pourquoi pas? Le truc, c'est que pourquoi tu veux lever 150 000 balles? Peut-être que ne lève rien, reste 100% chez toi, ou alors lève un peu plus tant que tu y es. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Je sais pas. Écoute, voilà. Mais normalement, tu n'auras pas trop de difficultés à lever 150 000 euros en seed si ton projet est bien présenté, qui sert à quelque chose et que tu le pitches bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Taro, il y a Thibaut qui demande s'il peut changer son pseudo. Voilà, parce que Thibaut, en fait, il s'appelle Jacques et il avait choisi ça pour déconner avec un pote et en fait, il veut changer son pseudo. Du coup, il faudrait que tu lui changes. Alors, Nicolux, salut Jean. Est-ce que j'ai lu Finding Genius, Venture Capital and the Future It is Betting On? Écoute, j'ai pas lu ce bouquin. Je savais même pas que ça existait, pour être honnête. Et en fait, le venture, c'est un peu comme quand tu vas dans la Silicon. En fait, les bouquins sur le venture, c'est un peu comme quand je vais dans la Silicon Valley. C'est un peu une espèce de drogué qui reste faire son shoot de trop, quoi. Dans la Silicon Valley, ils passent leur temps à parler de start-up toute la journée. Et moi, quand je viens de Paris, en fait, j'ai l'impression que je suis un espèce de camé qui a décidé de se remettre une dose dans la vallée. C'est n'importe quoi. T'entends même, c'est quand même San Francisco, c'est la seule ville dans laquelle tu te balades et t'entends des mecs parler de Y Combinator toutes les 4 rues, quoi. C'est quand même dingue. À Paris, c'est comme si non, mais en fait, c'est le cas. C'est comme si t'entendais The Family ou Station F tous les 4 rues. Mais c'est presque ça. Mais bon, San Francisco, c'est un truc, c'est excessif, quoi. Et donc, lire des bouquins sur le venture alors que c'est mon quotidien, je t'avoue que ça m'excite pas des masses. Voilà. Alors, quelqu'un d'anonyme, qu'est-ce qu'on pense du secteur de la santé mentale, en particulier en cette période de confinement? En France, on a assez peu de startups dans le domaine, alors qu'aux US, c'est beaucoup plus le cas. Alors, c'est marrant parce qu'aux US, en fait, c'est des spécialistes pour se créer des problèmes et après trouver des solutions aux problèmes. Donc, typiquement, dans ce qu'on parle de santé mentale, oui, il y a Headspace, oui, il y a Calm, et oui, il y a une tonne d'applications sur la santé mentale, parce que c'est politiquement correct aux États-Unis de se soucier des gens, alors qu'en réalité, la plupart des gens, ils en ont rien à foutre de l'autre, mais on leur a appris à care and dare, et donc, tu vois, à demander aux gens comment ça va. Tu sais, à chaque fois que tu vas dans un café, le mec, tu fais Hey, how are you doing? Tu vois, les mecs sont tous là comme ça. Tu vas lui dire, mais lâche-moi, t'as rien à foutre. Comment je vais? Je veux juste commander un café. Je veux dire, bien sûr que si je te dis ça va pas, tu vas faire quoi? Tu vas me tenir la main, on va discuter 5 minutes, tu vas me laisser pleurer sur ton épaule. C'est quoi le bordel? Ça, c'est vraiment un truc à l'américaine et tu leur dis Fine and you, tu vois, et vous, ça va? Et en fait, t'as peur qu'ils te répondent non, ça va pas, tu vois. Qu'est-ce que tu fais si le mec qui te répond non, ça va pas? Le mec, il est derrière un comptoir, il est 8h, il a la tête dans le cul, il s'est engueulé avec sa nana ou avec son mec la nuit dernière, et tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Globalement, tu es là pour acheter ton café, pour le payer et pour te casser. Donc c'est assez marrant parce que c'est à la fois très très plein d'optimisme et de positivisme. C'est cette culture américaine où tout est amazing. Mais pour autant, c'est assez hypocrite, quoi. Je trouve ça assez génial. Il y a vraiment que dans les magasins anglo-saxons où les mecs te demandent comment ça va avant que tu commandes un truc. Ça, c'est vraiment génial. En France, c'est pire. Donc le mec, il te demande pas comment ça va, mais en plus, il te dit pas bonjour. Et quand tu lui demandes un truc pour te servir, limite, il fait la gueule. Genre, mais pourquoi il veut que je le serve? Donc en France, c'est exactement
l'exact inverse. La notion du service est inexistante. On est naze. Je pense qu'il y a un juste milieu entre la culture américaine ultra servicielle, bon, que moi j'adore, hein, je trouve ça exceptionnel d'abord d'incentiver les gens au service parce que ça veut dire que ce que tu fais en faisant ça, c'est que tu les pousses à faire un bon job parce que leur tips dépend du job qu'ils font. Donc ça, c'est cool, c'est un bon incentive. Alors qu'en France, c'est pas le cas. Ça, j'aime bien. J'aime le fait qu'ils sont toujours polis, te mettent de bonne humeur et il n'y a pas à dire. C'est mécanique quand même, la bonne humeur. Plus tu souris, plus tu es content. Plus tu es content, plus tu souris. Et plus tu envoies de bonnes vibes aux gens et plus ils t'en rendent. Et donc ça sert, c'est utile. Donc ça, j'aime bien. Et si on pouvait juste rajouter une dose de comment dire, peut-être un peu de franchise, donc pas d'arrogance ou de je m'en foutisme francophone, hein, faut peut-être pas pousser jusque-là, mais d'un tout petit peu de franchise, ça serait bien. Si les mecs pouvaient arrêter de te demander comment ça va à chaque fois que tu commandes un truc, ce serait cool. Parce que de temps en temps, tu as envie de leur répondre, écoute, aujourd'hui ça va pas, ça fait chier, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas me serrer dans les bras? Non. En même temps, il n'y a pas plus anxieux et seul qu'un Américain. Et donc, ils inventent leurs propres problèmes et puis après, ils inventent les solutions. Donc, Headspace, Calm et tout. Et quand tu ouvres Headspace, en gros, c'est limite un robot qui te parle et qui te dit qu'en 3 minutes de respiration, tout va aller mieux. Donc, tout est magique aux États-Unis. C'est absolument fabuleux. Non, si on parlait de santé mentale et de l'application du moment qui, je pense, est très bien bâtie, très bien construite, très bien développée et qui fait le job dans notre portefeuille, c'est une boîte qui s'appelle Jour. Je vous invite à aller sur jour.com et à essayer l'application. Donc Jour, c'est du journaling. Donc le journaling, c'est quoi? C'est tous les jours, tu vas enregistrer ton humeur, comment ça va, et en fonction de comment tu vas pouvoir réagir à cette émotion-là. Et en fait, c'est important de réagir à ces émotions parce que c'est ça qui nous permet de prendre du recul, de comprendre comment on se sent et de relativiser le fait que ça ira mieux demain. Non, je caricature un petit peu, mais donc Jour, c'est un produit fait par des francophones. Aujourd'hui, Max, le CEO, il est basé à Los Angeles. Il travaillait avant chez Sunrise avec notre ami Pierre Valade, qui maintenant fait Jumbo, l'application pour gérer tout ce qui est privacy. Et autant dire qu'en ce moment, on en a besoin. D'ailleurs, en parlant de privacy, faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de phishing. Il y a Steve qui nous demande de changer le jingle et de baisser le son. D'accord, on va faire ça. Alors, on va faire ça. Et donc, en parlant de... J'ai perdu mon fil. Je perds tout aujourd'hui. Jour, Max, qui bossait chez Sunrise, avec Pierre Valade de chez Jumbo. Et Jumbo, c'est utile. C'est pour gérer tout ce qui sont vos données personnelles, tout ce qui est privacy dans vos apps, que sont Instagram, Facebook, Twitter et co. Et c'est très utile. D'ailleurs, faites gaffe parce qu'il y a beaucoup de tentatives de phishing en ce moment. Donc le phishing, c'est quoi? C'est ces emails qui se font passer pour Microsoft, Google ou je ne sais quoi et qui vous demandent de mettre à jour vos identifiants avec votre mot de passe. Et en réalité, c'est une manière pour eux de récupérer vos identifiants et votre mot de passe et donc de pirater vos comptes. Donc faites vachement gaffe. Voilà. Donc la santé mentale, Jour, c'est des francophones qui font ça. Je pense que c'est une très très belle application et que ça a tout le potentiel de devenir bien plus gros et bien plus puissant qu'un Headspace ou qu'un Calm. Alors, du coup, voyons voir. Je remonte vos questions parce que je suis descendu d'un coup. Est-ce que je peux faire une case dédiée à Bradou de la part de Tom? Oh, j'adore ce genre de truc. Bien sûr, on va faire une petite dédicace à Bradou de la part de Tom. Alors Tom, qu'est-ce qu'on met comme musique pour faire cette dédicace? Je te propose, je shoot au hasard, d'accord? On shoot au hasard. La case dédiée, elle va se faire sur The Chain, qui est très 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 bien quand même, hein. Alors, case dédiée à notre ami Bradou de la part de Tom. Vous connaissez ça? Pour tous ceux qui sont fans de The Guardians of Galaxy, c'est un must listen. C'est très bon. Ça s'appelle The Chain. Ça date de 2004. Non, c'est un remaster de 2004. Mais en fait, ça date d'il y a beaucoup plus longtemps.
Et vous savez quoi? Ça date de 1977. Oh là là, 1977, j'étais pas né. C'est magnifique. J'adore. Alors, j'ai pas les talents de notre ami Carlos, mais j'ai quand même des trucs qui me mettent la gouache. Voilà, ça c'était pour notre ami Bradou de la part de Tom, The Chain. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si t'es plutôt un fan de heavy metal, genre Mass Hysteria ou de hip-hop, dis-moi, je te mettrai autre chose. Bien, continuons tout ça. Quelqu'un d'anonyme nous demande si Radio Château a trouvé son product market fit. C'est une bonne question, ça. Est-ce que j'ai trouvé mon product audience fit? Je pense qu'on... Je sais pas. Écoutez, c'est vous qui me dites. Tant que vous êtes là, c'est que ça fonctionne. Et après, sur les réécoutes, j'ai regardé les stats. C'est pas mal, hein, parce que globalement... Donc, par exemple, hier, on a fait 10 000 minutes pendant l'heure de live. Donc, 10 000 minutes, ça fait... Je vous laisse faire les calculs, mais ça fait quelques heures. Hein, c'est assez cool. Donc, ça veut dire que vous étiez présents. Et après, en replay sur les divers épisodes, aujourd'hui, je fais un peu plus de 1000 écoutes par jour en replay. Donc, 1000 écoutes par jour en replay, plus vous, une centaine de personnes en live à chaque fois. Ça fait un peu plus de 1000 écoutes par jour. C'est pas mal, c'est sympa. Après, il faut se rendre utile. Alors, est-ce que Radio Château, c'est utile? Est-ce que ça plaît aux gens et tout? Il faudrait d'abord que je sois un peu plus diligent et consistant sur les contenus des lives. Ça veut dire à la fois dans ce qu'on se raconte, et puis après que je passe le temps de reprendre les lives, reprendre le contenu, et peut-être faire des sommaires que je mette dans les replays pour que les gens puissent y accéder à la bonne minute. Mais je vous avoue que j'ai carrément la flemme de faire ça. Et je ne vais pas payer un freelance pour le faire non plus. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Les gens réécoutent les replays et puis tombent sur des trucs au hasard. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux s'il y avait une timeline avec les différents sujets qu'on aborde. Ensuite, au niveau des invités, il faut aller chercher un peu de diversité. Là, je vais aller chercher quelques femmes. Et sur les invités, je m'en fous que les invités soient comment dire, shiny ou quoi que ce soit. Je veux qu'ils aient des trucs intéressants à dire. Louis Tortochot, lundi, ça va être génial. Il a plein de trucs intéressants à nous dire. Alexis, Robert, demain aussi, hyper intéressant pour ceux qui sont un peu techos. Et on va essayer de faire quelque chose d'un peu sympa et d'intelligible aussi pour ceux qui ne sont pas techos. Et vous allez voir qu'Alexis peut être passionnant dehors de la tech. Et la semaine prochaine, Corentin Kérizit, l'homme de l'ombre de Zenly, celui sans qui Zenly aurait peut-être été une histoire différente, au même titre que d'autres personnes comme Laurent ou Steve et Nico et d'autres, et plein d'autres en fait. Faut que je fasse attention, ils vont râler chez Zenly après. Et donc, mais voilà, mais Corentin, il a une vie incroyable, il a plein d'histoires à raconter, ça va être hyper cool. Et puis, je vais essayer de faire venir comme ça 1 ou 2 personnes par semaine et ça devrait être sympa. Donc ça, je pense que ça contribue au product market fit parce que les gens n'ont pas envie de m'entendre tous les jours, toute la journée pour raconter les derniers bobards et les dernières news du monde startup VC. D'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, j'ai rien à vous dire, rien, à part le fait que c'est toujours les mêmes qui font des crasses et que ça commence à me gonfler, mais que j'ai décidé donc de sortir une liste des investisseurs qui font pas le job. Cette liste, on va la fournir à toutes les boîtes de Kima. On ne peut pas la mettre publiquement parce que sinon ça va vraiment mettre le boxon. Mais les boîtes de Kima peuvent les partager avec leurs petits copains. Et voilà, et cette liste sera pour eux et avec les mauvaises pratiques qu'on a constatées de leur part, des individus et des firmes. Et puis on se rend disponible aussi vis-à-vis des entrepreneurs qui ont eu des mésaventures avec leurs investisseurs. Au moins pour les aider à y voir clair. Alors pas parce qu'il faut qu'on justifie les entrepreneurs qui se comportent mal, mais qu'on puisse leur expliquer pourquoi un investisseur a agi de telle ou telle manière. Non pas que ça justifie son comportement, mais pour que l'entrepreneur explique ce qui s'est passé dans la tête de l'investisseur à ce moment-là et qu'on voit ce qui est raisonnable versus ce qui ne l'est pas et la manière dont il faudrait que l'entrepreneur réagisse par rapport à ça. Parfois, un investisseur sur une situation donnée va te dire on a un problème parce que notre alignement d'intérêts est complètement déséquilibré avec la nouvelle situation vis-à-vis du Covid. Mais là, par exemple, j'ai le cas d'un deal d'une boîte de notre portefeuille qui lève de l'argent. La valorisation était de 12,8 millions pré-monnaie.
elle descend à 11 millions pré-monnaie. Qu'est-ce que ça change pour l'investisseur entre 12,8 et 11 millions? Ça change rien du tout, parce que de toute manière, l'investisseur il est couvert à la baisse avec sa clause de liquidation préférentielle, qui fait qu'il va récupérer le maximum de son cash ou de son prorata. En revanche, il vient de négocier en fait son upside. Donc il vient vraiment de faire un coup de pute à l'entrepreneur en négociant la valo, qui ne change rien sur son downside, mais qui maximise son upside. Et ça, c'est dégueulasse, parce qu'en fait, il prend une position, l'entrepreneur est en position de faiblesse et il en profite pour maximiser son gain potentiel futur, alors qu'en fait, ça ne changerait rien potentiellement, parce qu'une fois que la crise est passée, on revient à des niveaux de valorisation qui sont comme avant, et donc la boîte, sa trajectoire, ça va être celle qui va être. Et puis en plus, la crise fait partie de l'équation. Donc si, quand tu fais un deal avec un entrepreneur, tu n'as pas pricé une crise potentielle, c'est que globalement, tu es complètement aveugle. Et se dire que tu as signé une term sheet et que post-confinement, tu renégocies la term sheet, c'est vraiment un sale comportement. Alors, il y avait ça, et puis en plus, ils voulaient mettre une clause de liquidation préférentielle, ce qu'on appelle participating. Participating, c'est quoi? C'est que l'investisseur, il prend d'abord le cash qu'il a investi et en plus son prorata. Donc, mettons, je vais vous donner un exemple. J'investis 5 millions chez vous à une valorisation, ce qu'on appelle post-money, donc après le deal de 20 millions. Je vais avoir 25% du capital. Si vous vendez la boîte 25 millions d'euros, avec ce qu'on appelle liquidation préférentielle participating, je vais d'abord toucher mes 5 millions, et puis ensuite, je vais toucher mes 25% sur les 20 millions restants. Donc, je vais toucher 2 fois la mise. Et ça, c'est une pratique qui n'est plus courante dans le venture depuis très longtemps, qui est une pratique qui consiste à minimiser le downside ou à maximiser le gain en cas d'une vente qui serait, pas très honorable, pas très incroyable. Et c'est pas du capital risque, ça. C'est pas du capital risque. Le capital risque, c'est savoir prendre ton risque. Donc, soit tu prices le risque, tu te mets d'accord avec l'entrepreneur, on n'en parle plus, mais tu mets pas un prix sur le risque avec des conditions foireuses dans le pack d'actionnaires. Et là, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. En plus, ça fait la deuxième boîte de notre portefeuille avec qui ils font ça, ce fonds. Et donc, ça commence à me gonfler. Alors, on va faire comme avec Jésus dans Les Inconnus. Hein, qu'est-ce que tu fais si on te met une claque? Eh bien, tu tends l'autre joue et t'en profites pour mettre un coup de boule dans les valseuses. Et bien là, c'est pareil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tendre l'autre joue parce qu'on peut rien faire. L'entrepreneur, il est dans une position où, de toute manière, il doit closer le deal. Mais par contre, on va s'assurer que ces investisseurs, ils s'en sortent pas gratos. Donc, ils vont rater des deals à cause de nous, parce que dans le cadre d'un entrepreneur qui aura le choix entre eux et un autre, on s'assurera qu'ils aillent bosser avec l'autre, à condition que l'autre soit évidemment un bon fonds. Et ça va leur coûter cher. Et il vaut mieux que ça leur coûte plus que les dégâts qu'ils ont faits, parce que ça ne devrait pas exister, ce genre de comportement. C'est quand même très énervant. Donc, en fait, j'ai pas de nouveauté à vous raconter là-dessus. Hein. C'est la même chose que ce que je vous ai raconté hier au calme et avant-hier énervé. Les comportements nazes des investisseurs. En fait, c'est ces investisseurs qu'on avait privés de sucette pendant la phase de croissance. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait leur chipper la sucette parce que les valos étaient meilleurs. Et donc, un peu frustrés de ne pas avoir la sucette. Maintenant que c'est la crise, qu'ils ont un peu de cash et qu'ils ont la main sur ces deals-là, et ils font les sales gosses. C'est la même chose que ceux qui se faisaient taper à la récré quand ils étaient petits, qui tapent les gens après. C'est pareil. Et je trouve ça absolument dégueulasse. Voilà. Je suis pas content. Et en plus, c'est un fonds dans lequel il y a un entrepreneur. Il va falloir que je lui demande ce qu'il en pense de ce genre de comportement. Évidemment, je ne suis pas sûr qu'il soit en place de se dire vous êtes tous des cons, je m'en vais. Mais ça va être marrant quand je vais le confronter à ça. Je sais exactement ce qui va se passer. Hein. Il va me dire non, mais tu comprends, mais machin. Et voilà, et ça va m'énerver. Bref, alors, donc on en revient sur l'histoire de Radio Château et du Product Market Fit. Écoutez, on peut dire qu'il y a le Product Market Fit pour l'instant. Voilà, mais il faudrait que je communique de manière un peu plus consistante sur le contenu que je partage avec vous, sur les timelines de nos émissions, sur les invités, tout ça. Et puis voilà, mais je suis content de faire ça avec vous et tant que ça vous plaît, pour l'instant, je suis là. Sacha nous demande, est-ce que je travaille avec des experts comptables en particulier, genre des partenariats avec des cabinets ou que je conseille pour ce genre de choses? Écoute, je devrais pas prendre parti pour un cabinet en particulier, mais j'ai un très bon copain
je sais, en fait, je sais pas, il y a un truc bizarre. Le mec, il est comptable. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais il est tellement bon, il est tellement efficace. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un en fait qui gère son email, son WhatsApp, ses textos, ses coups de téléphone. En fait, je pense qu'il doit être issu de triplés. En fait, c'est des triplés, ils sont comptables et ils se démultiplient. Il y a un truc, c'est pas normal. Il est d'une efficacité redoutable. Il est hyper sympa et il est hyper bon. Il s'appelle Ben Larère, Benjamin Larère chez ACL Audit. Euh, et c'est une machine de guerre, Ben. C'est un truc de malade. C'est Antoine Martin chez Zenly qui me l'a présenté. Et je suis estomaqué par l'efficacité de ce garçon. Voilà. Mais sinon, on n'a pas de partenariat en particulier. Nous, c'est juste quand on a un entrepreneur qui vient et qui nous dit « Je suis pas content de mon expert comptable, qui tu me conseilles ?» Généralement, il va avoir 2-3 copains à côté de lui qui ont des experts comptables dont ils sont contents et puis il en prend un. Les experts comptables, c'est comme les avocats. Il y en a plein de très bonnes qualités. Tu as le choix et après, c'est une question de fit, tout simplement. Est-ce que j'ai déjà rencontré Steve Jobs? Me demande Fit XD. Écoute, non, je n'ai pas rencontré Steve Jobs. Donc, du coup, je ne sais pas de quoi on aurait parlé. Par contre, j'ai rencontré un mec qui, lui, a rencontré Steve Jobs. Et en fait, je vous raconte une histoire énorme. Le mec est en stage chez Apple. Il rentre dans l'ascenseur. Et Steve Jobs rentre dans l'ascenseur. Et il dit au mec bonjour, ça va, tu fais quoi? Il dit bah je suis en stage dans telle unité. Il lui dit bon, et ça te plaît, tu sais ce que tu fais, pourquoi tu es là? Il dit bah oui, enfin non, enfin bref. Et en fait il baragouine un petit peu et il n'arrive pas à donner du sens au fait de pourquoi est-ce qu'il est en stage ici. Et attendez, j'ai ma fille qui s'est fait mal. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Fait mal. Comment tu t'es fait mal? Donc, il faut cueillir le citron. Tu voulais cueillir le citron? Bah, ça a l'air d'aller quand même. Tu mets un petit peu d'eau et tu mets un petit sopalin. Et puis, comment? Un pansement. Oui, tu peux mettre un pansement, mais il faut le trouver. Demande à maman. Voilà, c'est un petit peu piqué avec le citron, mais rien de bien méchant, j'ai l'impression. Alors, revenons à nos moutons. Donc, il va dans l'ascenseur. Ah ouais, il y a du suspense là. Donc, il va dans l'ascenseur. Steve Jobs lui demande ce qu'il fait là. Et en fait, il baragouine. Il a du mal à donner du sens à sa fonction de stagiaire chez Apple. Et au moment où il arrive dans son bureau, son boss était déjà là avec un carton en lui disant tiens, voilà ton carton, tu veux prendre tes affaires, tu te casses. Ça calme. Ça calme grave. Je crois que ça l'a marqué à tout jamais. Du coup, je pense qu'il a donné du sens à tout ce qu'il a fait après. C'est à la fois horrible de se faire dégager comme ça, et en même temps, cette claque doit être d'une telle violence, ça va te faire réagir de manière incroyable. Donc voilà, pour une petite anecdote sur les amis Steve Jobs. Et après, est-ce que j'ai déjà rencontré un autre grand start-upper et on a parlé de quoi? Bah non, tu sais, moi, le grand start-upper avec qui je passe un peu de temps, c'est Xavier Niel, le fondateur de Free. Et en fait, tu te rends compte que les entrepreneurs, ils sont comme toi et moi, quoi. Tu vois, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Il y a des trucs qui les intéressent, des trucs qui les intéressent moins. Ce qui est intéressant, c'est de les interroger sur les sujets qu'ils ont craqués de manière extraordinaire et de les écouter raconter ça. C'est assez passionnant. Voilà. Si je te disais que je développe un réseau social, tu me dirais quoi? Je te dirais bonne chance d'abord parce que Damien 12, je te dirais bonne chance parce que c'est difficile. Et ensuite, je te dirais déjà le fait que tu utilises le mot réseau social, on a un problème parce que réseau social, c'est 2004, quoi. Hein, c'est pas 2020. Donc, il faut que tu viennes avec autre chose. Le sujet, c'est pas réseau social. C'est quelle est la forme d'interaction entre les gens qui tu penses aujourd'hui est mal adressée, que tu as envie de résoudre et que tu as envie d'adresser. Ce serait plutôt ça ma question dans ce cas-là. Tu recommandes quelqu'un pour launcher en Espagne? Écoute, non, je recommande personne en particulier. Enfin, je sais pas ce que tu veux dire par là. Si tu cherches un espagnol pour lancer en Espagne, je ne sais pas. Ma femme m'a acheté Human Machine pour mon anime, nous dit quelqu'un anonyme. Eh ben, c'est sympa de la part de ta femme. J'espère que ça va te plaire. Et si ça te plaît pas, mon email est ouvert. Viens râler. Je te répondrai volontiers. J'ai plein de gens qui m'ont écrit pour me dire merci. J'ai plein de gens qui m'ont écrit pour râler sur Human Machine aussi. Et j'ai beaucoup apprécié quelques remarques constructives. Alors, la frustration pour ces gens-là, c'est que Human Machine, c'était difficile et c'était intense, c'était dur à écrire.
Du coup, toutes ces améliorations, je pense que je vais mettre un peu de temps à les faire, mais j'ai bien écouté les critiques de ceux qui disaient qu'ils voulaient plus d'exemples, de ceux qui trouvaient que la première partie aurait pu être... alors, il y a ceux qui voulaient complètement la supprimer, qui voulaient l'écourter, et ceux qui, au contraire, souhaitaient qu'elle soit beaucoup plus développée. Alors là, pour vous, l'un et l'autre, j'ai pas de solution. J'ai justement essayé de faire un truc in the middle, faites avec et me gonflez pas. Voilà, tout simplement. Mais sur le coup des exemples, c'est vrai. Et après, il y a certains chapitres que j'ai en tête, que je devrais écrire et développer. Ça viendra pour une prochaine version, peut-être un jour, je ne sais pas. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est difficile d'écrire un bouquin. Ça demande une consistance et une discipline que je n'ai pas en temps normal. Et ça a été intense. Être accompagné par un cabinet de management pour la gestion de projets et une ESN pour le développement, tu en penses quoi? Nous demande Dudes. Écoute, je ne sais pas de quoi tu me parles exactement et sur quel type de projet tu as besoin de te faire accompagner, mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit le sujet sur lequel tu es, à tout instant, il faut savoir s'entourer. Savoir s'entourer, c'est savoir de s'entourer de gens qui croient en toi. C'est de savoir s'entourer de gens qui t'aident à y voir clair. C'est de savoir s'entourer de gens qui ont une expérience qui va te permettre de prendre du recul sur les sujets du moment. Et c'est de t'entourer de gens qui savent mieux que toi, qui sont plus intelligents que toi et qui vont pouvoir t'aider à progresser sur des sujets donnés. Voilà, donc c'est toujours une question d'entourage. Et donc bosser avec un conseil en management, un cabinet de conseil ou une boîte pour t'aider à développer, pourquoi pas, tant que ces gens-là contribuent à ton amélioration. Bon, alors généralement pour le développement, quand même, c'est un truc que tu as envie de maîtriser en interne, c'est un asset, et donc tu as plutôt envie d'embaucher chez toi. Maintenant, il y a forcément des cas dans lesquels les entrepreneurs n'ont pas le développement en interne et l'ont externalisé, et qui arrivent à prouver aux autres qu'ils ont eu raison. Mais c'est quand même plus difficile. Tu penses que c'est important? Alors, Roquette, la copine de Julien99, nous demande si je pense que c'est important d'être deux pour mener la barque, l'équipe, et si oui, pourquoi? Je pense pas que ce soit important d'être deux ou trois ou plusieurs. En fait, le sujet, il n'est pas exactement là. Dans une boîte, il n'y a qu'un seul CEO. Le CEO, c'est celui qui décide du plan, de la stratégie et qui s'assure qu'il y ait une cohésion d'équipe et une culture qui permettent de l'exécuter. Et après, il faut des gens forts sur les sujets qui suivent. Donc, les sujets qui suivent, c'est quoi? C'est le côté opérationnel de la boîte. Alors, ça peut être le CEO qui fait ce boulot-là, hein, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Sur le dev, sur le marketing, sur les sales, sur la finance, sur la communication, sur les RH, sur tout. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir s'entourer. Et plus on s'entoure, plus on est capable de créer des équipes de taille significative et de bien mener sa barque. Je ne pense pas que ce soit utile d'être deux ou plusieurs. C'est juste que il faut savoir s'entourer de personnes fortes. Donc tu peux être un solo founder comme Benjamin par exemple chez Riot, et ensuite à un moment donné décider de t'entourer de gens beaucoup plus forts que toi sur certains sujets, ou des gens forts sur des choses complémentaires sur lesquelles tu estimes que tu as besoin d'accompagnement, et avancer avec ça. Mais commencer à deux au démarrage, c'est pas forcément nécessaire. Si tu regardes par exemple un garçon comme Damien Morin, il n'a pas été deux, il a toujours été seul, et ça a plutôt bien fonctionné. Et après, il a su s'entourer, hein. Et aujourd'hui, il a des associés dans sa nouvelle boîte. Mais ce qui est important, à deux, généralement, on arrive à se motiver l'un et l'autre, on arrive à avancer, mais c'est pas un critère déterminant pour commencer. Et il n'y a pas d'égalité dans un duo. Il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que l'autre, il y a toujours un CEO parmi les deux. Voilà. Zut, il y avait quelqu'un qui nous a dit qu'on buguait, mais du coup, est-ce qu'on m'entend maintenant? Zut. Bon, j'ai l'impression que ça marche. Je suis désolé quand ça a lagué, mais je ne savais pas, j'avais pas vu. Zut. Alors, pardon. Donc, continuons. Il y a une musique de film de boule des années 70 pendant que tu parles, me dit Ekal. Sympa, mon vieux, sympa. Alors, Steve, il faut changer le jingle et surtout en baisser le son. Ça, d'accord. Renomme ton livre Human Machine qui vit dans un château, nous dit quelqu'un d'anonyme. Et Nicolux, trouver les génies qui n'a pas beaucoup d'intérêt et ne répond pas à la question initiale du livre. Ravi de te le prêter. Ça c'est, tu parlais du bouquin qui était tout là-haut, Adrien. Désolé, j'avais pas fait attention. Alors, est-ce que je suis donc Adrien demande à Nicolux s'il est sur Paris en ce moment.
J'y suis arrivé, voilà. Donc en fait, il y a une date qui s'organise entre Nicolux et Adrien en ce moment, pour ceux que ça intéresse. Vous nous raconterez, les garçons, vous nous raconterez. Tu penses quoi de l'incubateur Marseille Innovation ? Je ne les connais pas, Marseille Innovation. Le mieux, quand tu te demandes si un incubateur ou un accélérateur vaut le coup, c'est d'aller appeler les gens qui sont passés par là et leur demander ce qu'ils en pensent. C'est eux qui ont probablement la vérité sur ces sujets-là. Voilà. Everyone go riot pour la lutte anti-phishing, nous dit Adrien. Je suis d'accord. Alors, on va y arriver. Il paraît que Darty s'est fait hacker hier, nous dit Gary. Mais je ne savais pas en même temps qu'il va encore sur Darty aujourd'hui. Alors si, je râle, je dis Darty. Mais ce que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est Cdiscount. Ça livre relativement vite. C'est pas mal. Et ça m'évite de suivre les pérégrinations de Amazon qui, une fois, ça fonctionne et une fois, ça ne fonctionne pas, quoi. Que penses-tu des startups sortants, des startups studios, des grosses boîtes ? Quelle sortie possible ? Est-ce qu'il est préférable de se lancer seul en visant le soutien d'un VC ou plutôt de se diriger vers ce genre de structure ? Ça, c'est la question. Est-ce que tu préfères les yaourts à la vanille ou les yaourts à la fraise ? Ça dépend. Écoute, si tu préfères la vanille, prends la vanille. Si tu préfères la fraise, prends la fraise. Si le yaourt, il est bon, tu vois. C'est une question de préférence ensuite. Donc, pour un startup studio, par exemple, si demain tu rencontres Thibaut Elzière et qu'il te dit on a un projet de malade, viens nous rejoindre, on va te financer et t'aider à lancer, à trouver ton CTO, ou alors que tes CTO, il va te dire je vais t'aider à trouver un co-founder business, bah vas-y, fonce, tu vas t'éclater chez eFounders. C'est un super startup studio. Si les mecs de chez Edenred te demandent d'aller monter une boîte chez eux, tire-toi, c'est des timbrés, tu vois. Donc il faut, ça dépend de où tu vas, chez qui tu vas, c'est toujours la même chose, hein. Voilà. Et après, il y a aussi les VC, les startup studios, c'est comme les chasseurs, hein. Il y a les bons et puis il y a les mauvais. Il faut faire ton choix en toute connaissance de cause. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise chose. C'est juste que c'est plus compliqué dans une grosse boîte de faire de la start-up parce qu'ils n'ont pas l'éducation, ils ne comprennent pas. Donc, tu es probablement dans des situations, tu vas probablement te retrouver dans des situations d'incompréhension, lost in translation, où tu vas avoir du mal à te faire entendre, à te faire accompagner, à te faire épauler. Donc, il faut faire attention à ces start-up studios, des grosses boîtes. C'est souvent des espèces de fantasmes de exec team qui se transforment en fiasco. Voilà, donc fais gaffe. Alors, Hooked, ça déchire aussi, nous dit Thibaut. Ouais, Hooked, c'est un bouquin sur le product. Et je vous conseille de lire ça si vous faites du produit, c'est hyper intéressant. C'est comment créer des boucles virales, voilà, dans le cadre du développement produit. Alors, Corentin a eu 1000 vies et c'est incroyable à écouter. Point d'exclamation, nous dit Steve. Alors si c'est Steve, notre ami Steve Morin qui est là, bah d'abord ça me fait plaisir que tu sois là, mon vieux. J'espère que tu vas bien. Ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'avoue que je me ferais bien un petit drink avec vous, avec la Zenly Team. Voilà. Et Steve, en fait, c'est le binôme de Corentin. En fait, ce qui s'est passé chez Zenly à l'époque, et pour tous ceux qui en ont marre que je parle de Zenly, raccrochez, c'est pas obligatoire. À l'époque, en 2015, quand ils ont commencé à bosser sur la nouvelle version, ils ont cherché les meilleurs développeurs. Et en fait, les deux meilleurs qui étaient dans le coin, les trois meilleurs qui étaient dans le coin, c'était Laurent Cerveau, Corentin Kérizit et Steve Morin. Et en fait, Corentin et Steve, ils étaient freelance. Et il y avait un motto dans leur vie qui était important, c'est que jamais de leur vie seraient salariés et que en fait, ils seraient toujours freelance. Et en réalité, ces deux mecs-là sont venus en freelance chez Zenly en 2015. Aujourd'hui, on est en 2020 et ils sont encore chez Zenly. Bon, alors déjà, ça les a rendus un peu riches, Zenly, donc je pense qu'ils sont contents. 2, ils ont eu un impact incroyable sur une boîte incroyable. Et 3, Antoine a le talent pour faire rester cette équipe de manière soudée. C'est quelqu'un qui s'accroche aux gens, Antoine, qui s'assure d'essayer d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que des gens comme Steve, comme Corentin et d'autres sont encore là à se donner, à s'arracher, à se mettre la gouache pour faire de Zenly une boîte incroyable. Alors,
Ekal nous dit que name and shame, on trouve ça bien jusqu'au jour où on en est la victime. Alors ça, c'est vrai, t'as raison, Ekal. Le problème de là, c'est que... Donc moi, j'ai pas envie de faire name and shame en mode public. Je trouve pas ça... voilà, ça sert personne. En revanche, je veux qu'un entrepreneur qui a besoin de connaître la vérité sur un investisseur puisse en parler à des gens et que les gens ne se retrouvent pas dans une espèce d'omerta où tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses ou ce qui s'est passé avec un investisseur. Et ça, c'est important. Et Y Combinator, ils ont cette liste d'investisseurs où il y a des feedbacks sur tous les investisseurs. Et ça te permet de voir qui se comporte bien, qui se comporte mal. Et je pense que ça a de la valeur. Donc voilà. Et après, il faut que ça aille dans les deux sens. Le name and shame, bête et méchant, ça sert à rien. Il faut aussi parler des gens qui font le job. Donc par exemple, je peux vous dire que récemment, Id Invest a fait des deals sans bouger un seul de leurs termes. En ce moment, on est en train de closer des deals avec Partech qui fait le job. On est en train de closer des deals avec qui d'autre d'ailleurs. Je sais pas, mais je pensais à Id Invest et Partech parce que c'est les deux derniers deals que j'ai signés. Et ça fait plaisir de voir des gens qui tiennent parole et qui font les choses dans les règles de l'art. Voilà, et ça c'est bien. Alors, j'ai des notes de tes lives sur un Notion, nous dit Alexia, sans déconner. C'est chaud ça, c'est bon. Ah ben, je veux bien que tu partages, c'est sympa. Écoute, avec plaisir. Si tu as ça, ça me permettra de voir le nombre de conneries que je dis à la minute. Écoute, c'est avec plaisir. Envoie. On fait un Miro du montage vidéo. Nos premiers clients sont des créateurs YouTube. Est-ce que j'ai un conseil ? Ouïouïouï, c'est difficile ça comme question. Un Miro du montage vidéo. Écoute, c'est comme si tu me disais, ça me fait penser à Miro, ça me fait penser aussi à Malte. En fait, ce que tu as décidé, c'est de partir sur une verticale. La verticale du montage vidéo, je trouve que c'est intéressant parce que dans une marketplace, il est plutôt conseillé de partir sur une verticale donnée pour après s'étendre à un marché un peu plus large. Et si tu te rends compte que le marché du montage vidéo te permet d'adresser une cible suffisamment importante initialement, c'est cool parce que ça te permet de te développer sur toute l'industrie créative en général. Ce qu'il faut que tu regardes sur ce marché-là, de la post-prod vidéo, et notamment pour les YouTubers, c'est de quoi ils ont besoin, en quoi ces gens-là peuvent les aider, et toi, quel est ton rôle en tant que marketplace ? Parce que si tu es juste un entremetteur, ils vont finir par te bypasser et bosser en direct avec ces gens-là, et ça, c'est problématique. Donc, il faut vraiment que tu arrives à apporter quelque chose de fort pour que les gens te bypassent pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Je t'avoue, j'ai pas la solution pour toi, mais réfléchis. La marketplace n'a de valeur que si elle permet de fluidifier évidemment la prise de contact entre la supply et la demand, mais aussi la partie contractualisation et relation, parce que sinon les gens vont finir par bosser tout seuls les uns avec les autres et donc te bypasser. Et donc tu vas te retrouver avec des YouTubers qui vont trouver des gens. Et puis une fois qu'ils auront trouvé les gens, ils vont les contacter en direct et puis ils vont faire sans toi. Et là, ce sera problématique. Voilà. Lucas BFS nous demande si on a une bonne approche pour calculer une valorisation de départ. J'ai trouvé quelques articles, mais je ne suis pas convaincu. Ah, cher Lucas, tu veux que je te révèle le secret des valorisations du venture capital ? Eh bien, tu as tapé à la bonne porte. Ce secret, longuement gardé depuis des décennies par les professionnels aguerris du venture capital, qui sont des professionnels aussi de l'Excel et des chiffres de manière absolument extraordinaire, ont inventé une méthode d'une complexité folle, et je vais te la révéler. Ça s'appelle la technique du doigt mouillé. Alors, la technique du doigt mouillé en venture, ça consiste en quoi ? En fait, tu sais que quel que soit le montant que va lever l'entrepreneur, il va céder quelque part entre 10 et 25% de sa boîte, généralement entre 15 et 20. Ce montant-là va lui servir à tenir pendant 12 à 24 mois, et en fonction de la compétition, c'est-à-dire du nombre de gens qui s'excitent sur le deal, eh bien le montant va monter, la dilution va baisser, et cet entrepreneur va arriver à récupérer le meilleur deal possible. Donc, faisons une règle de 3, faisons un exercice tous ensemble, yes. Mettons que tu lèves 2 millions d'euros pour, disons 20% du capital. Ça veut dire que ta valorisation post-monnaie, c'est 10 millions. Ok ?
Maintenant, mettons qu'il y a de la compète sur ton deal et que tout d'un coup, tu n'as pas 2 millions, mais tu as quelqu'un qui dit écoute, moi je suis prêt à te filer 3 millions d'euros pour 10% du capital. Et bien tout d'un coup, ta valorisation, c'est 30 millions post-monnaie. Et donc ta valorisation, elle est passée du simple au triple. Et donc la compétition, elle sert à ça. Elle sert à ajuster le montant levé en fonction de la dilution. On augmente le montant, on baisse la dilution et très rapidement, on peut arriver à des facteurs du simple au double en valorisation. Et voilà, et ça, c'est la fameuse technique du venture bien éprouvée, la technique scientifique du doigt mouillé. Et voilà, Lucas, sois pas vénère, tous les articles que tu as lus ne servaient à rien. C'est ça la vraie vie du venture. Il y a Mike qui nous dit j'ai piraté Hitch. Ah, t'es un bâtard. Je conduis le soir des jeunes. Je suis payé à pitcher mon application pendant le trajet. J'ai 1000 utilisateurs, feedback, produit qui évolue. Écoute Mike, alors d'abord tu n'as pas piraté Hitch, tu as profité d'une opportunité incroyable de faire rentrer des jeunes le soir chez eux, et ça c'est bien. Et en même temps tu as utilisé ça pour pitcher ton projet, et bah tu sais quoi, c'est tout à ton honneur Mike, tu as bien fait. Merci pour Hitch et merci pour les jeunes. Du coup, est-ce que je crois au bootstrapping, nous demande quelqu'un d'anonyme. Alors moi non seulement je crois au bootstrapping, ouh là là c'est difficile. Et non pas au bot attachement, donc au bootstrapping, oui j'y crois beaucoup. Donc le bootstrapping c'est quoi? C'est se démerder tout seul avec ses petits doigts et son couteau, hein. Eh bien je pense que c'est pas assez, plus assez réalisé dans le monde des startups actuelles. La crise va peut-être servir à ça. Le bootstrapping c'est beau parce que tu es en maîtrise de ton destin, quoi. Après, c'est quoi le cas contre le bootstrapping? Le cas contre le bootstrapping, c'est que les efforts à faire pour passer chaque marche pendant les premières années, elles sont très fortes pour des gains marginaux qui sont limités. Parce qu'en fait, chaque euro que tu gagnes te permet d'investir pour aller gagner les euros supplémentaires et ça met du temps pour arriver à un certain seuil souvent. Et en fait, tu lèves de l'argent généralement pour un peu griller les premières étapes, pour aller plus vite de milestone en milestone. Donc quand tu fais du bootstrapping, c'est cool si tu arrives à accélérer vite et à bootstrapper fort ou à bootstrapper bien. Mais si tu galères à passer chaque étape, chaque marche, c'est difficile. Et donc le bootstrapping s'applique à certaines boîtes et puis s'applique pas à d'autres. Voilà. Le comble pour un VC de répondre à cette question objectivement. Écoute, il n'y a pas de comble. Le bootstrapping, c'est très bien. Et nous, tout ce qu'on conseille aux entrepreneurs qu'on croise avec Xavier, c'est de se diluer le moins possible. Voilà. Quand les gens disent à Xavier, mais comment t'as fait pour être riche? Il leur dit, c'est simple, je me suis dilué le moins possible. Et aujourd'hui, le mec, il a 75% de sa boîte. Donc voilà. Et nous, on leur dit la même chose. Et je pense que c'est important de se mettre dans leur pompe et de leur dire ce qui est juste de faire ou ce qui est important parce que ça nous permet de garder les yeux en face des trous. Voilà. Alors, autre question, on a... c'est encore le taxi-preneur, du coup, on revient te voir à 10 000 utilisateurs, est-ce que ça te va? Oui, Mike, reviens me voir avec 10 000 utilisateurs, fais-moi un email, on se catch. De LR, on est bizarre de ne pas résister à t'écouter tous les jours, point d'interrogation, nous demande quelqu'un d'anonyme. Écoute, je ne sais pas si tu es bizarre de ne pas résister à m'écouter tous les jours. J'imagine que ça te fait du bien, que ça te détend et en même temps c'est là pour ça. Est-ce que c'est mal les gens qui écoutent les infos le matin en se levant? Non. Est-ce que c'est mal les gens qui attendent avec impatience la Weekly Discovery de Spotify tous les lundis? Non. Donc est-ce que c'est mal de vouloir m'écouter tous les jours? Non, c'est bien. Je suis content. Merci cher anonyme. Continue s'il te plaît. Le matching, question écrite / timecode, réponse audio pourrait être une feature de Storm. Alors, moi, j'aimerais bien que sur Storm, effectivement, on soit capable d'avoir une timeline, c'est-à-dire à mesure qu'on progresse dans l'audio, qu'on puisse aussi cliquer sur des bulles avec des contenus. Je rêverais aussi que la communauté puisse participer à ça et que moi, en tant que modérateur, je puisse valider ces petites bulles. Comme ça, j'aurais rien d'autre à faire que vous parler et à valider tout ça. Ça serait vraiment cool. Et du coup, je killerai totalement la fonction podcast que je fais, parce qu'aujourd'hui, je publie sur les plateformes, et je mettrai tout sur Storm, juste pour ce côté interactif, sympathique, de petits bouts que vous pourriez consommer ici et là avec les bulles qui s'affichent.
Radio Château des Bois contre les mauvais investisseurs, nous dit Fitaxdi. C'est assez rigolo ça. Je vais utiliser ça pour un titre, un de ces quatre. Pour un nouveau projet, est-ce que tu conseilles plutôt d'établir ta boîte en France ou au UK? Kima préfère investir où? Écoute, c'est pareil pour nous à Dadou, que tu fasses ta boîte en France ou au UK. Ça n'a pas d'importance. Mets ta boîte là où elle est. Fais simple. Tu vas t'ennuyer sinon à mettre une boîte au UK, puis après une filiale en France, et puis gérer la filiale en France. Et puis si tu vas pas au UK, il va falloir que tu fermes la maison mère au UK. Ça va être une galère pas possible. On n'a que des emmerdes comme ça. Globalement, monte ta boîte là où elle sera, à moins que tu ailles aux États-Unis, et là c'est un autre sujet, monte une Delaware Corp aux États-Unis et puis bouge là-bas quand ils auront réouvert les frontières et réautoriser l'immigration, mais pour l'instant, juste fais ta boîte là où tu es. Et d'ailleurs, on a plein de boîtes qui sont montées en France et ensuite elles pivotent et elles flippent aux US, hein. Ça se fait très bien, quoi. Quelqu'un d'anonyme me demande si j'ai déjà rencontré Evan Spiegel. Oui, j'ai déjà rencontré Evan Spiegel avec Xavier à Station F il y a quelques années. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur Evan? Pas grand-chose. C'est un garçon discret, c'est un garçon sympa, c'est un garçon passionné par ce qu'il fait. Et je sais pas, il y a beaucoup de gentillesse et d'humanité chez ce garçon. Voilà. Et je le respecte beaucoup. Pour un... Nananana, j'essaie de suivre vos questions. Il y a Loïc qui nous dit « Oh zut, je suis expert comptable et je viens de louper la partie à ce sujet à cause d'un call client. Ça montre ma dévotion. » Non. Oh mon cher Loïc, bien sûr que ça montre ta dévotion. Il faut que tu écoutes cette partie-là. Tu vas râler parce que j'ai fait la pub pour un de tes collègues. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? On a tous nos préférences. Adrien chez Gaïa qui nous demande ce qu'on pense du futur de l'éducation. Est-ce que c'est fini les business school sur Zoom à 50 000 euros? T'as la fibre, by the way. Alors attends, tu poses beaucoup de questions, Adrien, dis donc. Je sais pas de quoi tu me parles sur les business schools sur Zoom à 50 000 euros. Je t'avoue que je suis un peu perdu là-dessus. Le futur de l'éducation, oh là là, mais en plus, c'est une question à $1 milliard. Ça fait plusieurs fois qu'on la pose sur Storm et elle est tellement difficile cette question. On a l'impression que l'éducation, c'est un sujet monstrueux avec une tonne d'opportunités sur lesquelles il y aurait plein de choses à faire. Mais citez-moi une boîte dans l'éducation qui est un carton absolu extraordinaire. Je veux dire, Classe Dojo, c'est cool, quoi, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Et en France, on a Classroom avec un K qui fonctionne très bien. Udemy, Khan Academy, etc. C'est magnifique comme projet, quoi. Mais vous avez vu le temps que ça a mis à décoller et c'est même pas mainstream, c'est dur, quoi. Et à côté de ça, vous avez les bootcamps payants qui fonctionnent plutôt bien, un peu comme des grosses écoles de commerce. Ça coûte un bras, ça te forme plutôt pas mal et ça marche bien. Moi, quand je vois là, je suis en train de suivre un cours à l'INSEAD et donc je suis assez impressionné par la manière dont ces écoles fonctionnent. Et en fait, je crois que l'éducation, c'est un peu comme tout ce qui est thérapie ou coaching. Si tu payes pas, t'es pas engagé. Si t'es pas engagé, tu feras pas le job, quoi. Et donc, le sujet de l'éducation, c'est qu'on a essayé de faire des choses gratuites, beaucoup. Et en fait, ça marche moyen. Les gens, il faut les engager en payant. Et puis, l'éducation, c'est dur parce que ça demande de faire appel à nos plus gros efforts de discipline et de consistance. Et c'est compliqué pour tous. Donc, l'éducation ne marche que s'il y a de l'accompagnement. Et l'accompagnement, il faut le payer. Moi, je crois beaucoup à des nouveaux modes d'éducation, pas à des nouveaux modes d'éducation, mais à des nouvelles écoles qui fassent de meilleurs programmes, qui s'adaptent mieux aux gens, mais qui restent encore payants, et sur les... Enfin, voilà. Je sais pas, c'est difficile comme question. Même Open Classroom, pourquoi Open Classroom n'est pas devenu un standard en France? Pourquoi Open Classroom ne fait pas déjà 100 millions d'euros de chiffre par an, tu vois? Je sais pas. Voilà. C'est dur comme question, la question de l'éducation. Écoutez, si vous avez un truc qui transforme l'éducation, qui fonctionne, balancez-moi ça, je suis curieux. Si vous avez un avis même, balancez-moi ça, je suis curieux et je serai ravi d'en parler dans un prochain épisode. Voilà. Alors, que penses-tu de l'explosion de TikTok? C'est dingue, TikTok, c'est ouf. Quel succès. La beauté de TikTok, c'est la capacité à créer des effets, à éditer,
à créer de la vidéo avec une simplicité folle, quoi. Il faut accompagner les gens dans leur capacité à créer du contenu sans effort. C'est important. Et TikTok fait ça vraiment incroyablement et je pense que Snap a un tout petit peu raté le coche sur le sujet. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen de le faire sans détruire le lien de confiance qu'ils ont créé avec leurs utilisateurs. Ça va pas être facile, dis donc. Quel sera l'impact de TikTok sur les réseaux sociaux existants? Écoute, je sais pas. Je pense que TikTok, c'est un peu comme... c'est le YouTube de la nouvelle génération, quoi. Donc, ça va tuer YouTube en partie, probablement, peut-être. Je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Elles sont difficiles, vos questions, les amis, aujourd'hui. Aïe, 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 vous me faites mal, là. Alors, est-ce que c'est pas une légende, les applications consumer qui déposent leur app dans le store et font 200 000 downloads, comme ça, en claquant des doigts? Écoute, si c'est du mytho, ça n'existe pas. Il y en a peu. Elles utilisent souvent il y a toujours une fonction de gros hacking, un truc qui permet de créer une boucle virale très très rapide. Mais souvent, c'est comme un soufflet mal monté. Eh bien, sorti du four, ça dégonfle. Si tu devais sortir une boîte du Nasdaq, tu prendrais laquelle? Écoute, Tesla, par exemple, n'est-elle pas survalorisée? Je ne sais pas ce qu'il faudrait sortir comme boîte du Nasdaq. J'imagine que tout entrepreneur qui a coté sa boîte à un moment donné s'est posé la question de pourquoi elle était cotée. Une boîte cotée, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à leverager le marché pour aller chercher de la dette. Et c'est utile, par exemple, quand tu fais de l'infrastructure. J'imagine que dans le cadre des telcos, c'est pratique. C'est utile pour pour la transparence sur les informations financières au trimestre, au semestre, etc. Et donc, ça pousse la boîte à avoir une certaine rigueur dans son reporting. Comme elle est publique aussi, elle a une image publique. Et l'image publique est importante parce qu'elle pousse les gens à être responsabilisés vis-à-vis de ça. Donc il y a pas mal de sujets pour coter les boîtes. Et moi, j'aimerais bien qu'on applique une partie de ces règles aux boîtes privées, en fait, qui au-dessus d'un certain montant levé devraient être mieux responsabilisées. C'est pas normal qu'un Uber ait levé 10 milliards et qu'on leur demande rien. On devrait exiger de leur part de la transparence sur certains sujets à partir d'un certain montant levé, quoi. Qu'est-ce que je pense des 250 millions d'euros levés par Miro? Et que quand tu lèves de l'argent, il faut le mettre au travail pour créer de la valeur. Et donc, c'est tout l'enjeu qu'ils vont avoir en phase 2. Et j'espère qu'ils vont y arriver parce qu'on est actionnaire quand même. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre la fin de vos questions. Et puis, il faut que je vous trouve un petit truc à vous mettre. Alors, j'ai pas les talents de notre ami Carlos Diaz quand il s'agit de programmation musicale. Mais, je fais quand même quelques découvertes qui sont pas mal. Et aujourd'hui, ce sera encore l'occasion de vous mettre quelque chose de cool. Alors, descendons vos questions. Paf. Que penses-tu de l'incubateur Matrice de Xavier, qui est place des Vosges avant et maintenant dans le 15e? Je ne savais pas qu'ils avaient déplacé, qu'ils étaient passés maintenant dans le 15e. Je ne les connais pas très très bien, Matrice. J'y suis allé pour faire une office hour un jour et parler un petit peu avec les entrepreneurs de là-bas. C'était sympa, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Corentin, est-ce qu'il n'était pas salarié chez Partech? Tout à fait, Corentin était salarié chez Partech. Je pense que Philippe Colombel aurait été ravi de garder Corentin. Et Corentin, il voulait continuer d'être entrepreneur et il a été chez Zenly. Et donc, c'est top pour Zenly. Et voilà. Et c'était un très bon VC. Corentin aurait fait un bon VC probablement. Il y a juste un truc chez lui, c'est qu'il a une tendance un peu pessimiste. Donc, je pense qu'il aurait fait peu de deals, mais des très bons deals. Mais ça aurait un peu fait rager les investisseurs dans son équipe parce que l'argent, il faut le mettre au travail pour qu'il rapporte. Et donc, Corentin, je ne sais pas s'il aurait fait beaucoup de deals. Tiens, on lui demandera quand on lui parlera vendredi, semaine prochaine. Je comprends toujours pas le but de Zenly. Franchement, pour moi, c'est vitamine. Écoute, pose la question aux millions d'utilisateurs qui utilisent tous les jours. Comme quoi, hein. 2LR, je suis d'accord avec toi sur le name and shame. Merci Ekal. Est-il vrai que des associés en couple peuvent freiner les investisseurs? Demande quelqu'un d'anonyme. Ça arrive, mais en même temps, il y a des cas contre ça. Eventbrite, c'est un couple. Et nous, on a vu d'autres boîtes qui ont été montées par des couples et qui fonctionnent. Donc, c'est pas un frein, mais c'est quelque chose sur lequel on doit quand même faire attention. Déjà, les couples, quand ça ne travaille pas ensemble, ça se met sur la gueule. Alors, imagine quand ça bosse ensemble. Voilà, j'imagine qu'il faudrait faire des tests
entre le couple pour voir s'il y a une compatibilité à monter une boîte sur le long terme. C'est un vrai sujet, ça, dis donc. Est-ce qu'il arrive à Kima, nous demande Marc, d'investir dans 2 boîtes qui opèrent sur un même marché? Oui, ça a été le cas. Ça a été le cas avec Bellman et Matera dans les syndics de copro. Ça a été le cas avec Kump et Rizocar dans la voiture d'occasion. Et donc, ça nous est arrivé sur des marchés qui sont très gros, qui sont pris à 2 opposés ou avec des angles très très différenciés. Ça nous est arrivé. Et après, le piège, c'est que parfois il peut y avoir de l'overlap. Le jour où il y a de l'overlap, on demande aux entrepreneurs s'ils souhaitent arrêter de nous envoyer de l'info et on l'accepte volontiers sans râler. Il faudrait créer les radio-châteaux alumni, dit Ekal à Alexia, et après on vire de LR. Sympa les amis, écoutez, quand vous voulez, moi comme ça j'arrêterai de parler et puis je pourrai vous écouter. Adadou nous remercie pour la méthode du doigt mouillé pour trouver la valo des boîtes. Marion, tu parles souvent de la capacité des bons entrepreneurs à faire des choix singuliers. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets? Oh, Marion, tu poses des questions pièges un petit peu là, dis donc. Des choix singuliers d'entrepreneurs. Écoute, prenons Jean-Daniel Guillot qui a décidé de créer une banque from scratch et d'aller chercher un agrément à la CPR. Ça, c'est un choix singulier que probablement beaucoup d'investisseurs lui auraient dit de ne pas faire ou pas tout de suite et probablement que ça va lui donner raison. À l'époque de Capitaine Train, s'intégrer profondément dans les systèmes de la SNCF et des autres transporteurs, c'est ça qui a créé toute la valeur de Capitaine Train à l'époque. Et c'est comme ça que ça a été vendu aussi cher. Qu'est-ce qu'on peut parler de choix singuliers? Tiens, il n'y a pas longtemps, Iliad, Free, ils ont réalisé une opération capitalistique sur la partie fibre de leur business, qui est plutôt un type d'opération qu'on organise sur les antennes, mobiles. Et ça, c'est un choix singulier, mais qui s'avère être très intéressant. C'est difficile ça, la question des choix singuliers d'entrepreneurs que personne n'avait fait avant. C'est vrai que je devrais réfléchir à des exemples concrets et surtout je devrais noter les entrepreneurs qui font ces choix singuliers. Par exemple, Ivan First, tu vois, il a fait le choix de développer une core banking stack from scratch avec son équipe pour pouvoir opérer sur son marché. Pareil, ça c'est un choix singulier qui va lui donner raison sur le long terme et qui lui donne raison actuellement, par exemple, sur son marché. Qui tu as d'autres? Brut, créer un média en pensant que le média peut être source d'éducation et non pas d'information, et qu'il vaut mieux créer le débat autour d'informations objectives et éducationnelles plutôt qu'autour d'informations qui vont driver la polémique. Ça, c'est un choix singulier et exceptionnel. Voilà. Écoute, je réfléchirai à ça, Marion, et à l'occasion, je ferai un épisode la singularité des entrepreneurs, sur laquelle je vous parlerai de tous les choix singuliers des boîtes de notre portefeuille. Bien, qu'avons-nous? Google est la plus grande boîte d'éducation, nous dit quelqu'un d'anonyme, c'est pas bête. J'étais là pendant le tour à Station F avec Evan, nous dit Lucas. 2LR, est-ce que le fait que les écoles offline continuent de full price alors que l'EdTech est dans le cloud now? Écoute, les boîtes, elles continuent de faire payer offline full price, mais elles ont des bons professeurs, elles ont des bons alumni, elles ont ce réseau-là, elles ont une infrastructure, elles ont de la méthodologie. Honnêtement, quand tu vois des écoles comme l'INSEAD, tu te prends une claque, quoi. Et je pense que ça justifie, en tout cas en partie, le prix qu'elles pratiquent. Voyons voir. L'EdTech n'est pas présenté dès le primaire, point d'interrogation. Ça pourrait aider à créer des habitudes. Écoute, l'EdTech dans le primaire. Bon, écoutez, on va faire un deal, vous et moi. On va se faire une émission EdTech, un de ces 4. Je vais réfléchir au sujet, promis, je le note. On va se faire une émission les choix singuliers des entrepreneurs, et pareil, je vais réfléchir et je le note.
Mais c'est vraiment 2 points qui méritent un peu de réflexion et sur lesquels j'ai du mal à rebondir comme ça à l'arrache. À propos de Consumer App, nous demande Frimou qui s'accroche et qui avance. Est-ce qu'on pourrait mettre WeMoms dans la liste ? Bien sûr qu'on peut mettre nos amis de WeMoms dans la liste qui s'arrachent. Et en parlant de boîte qui fait du chiffre et essaye d'atteindre la rentabilité plus que la croissance, et ben on est dans le 1000. Voilà, et ça c'est une très belle preuve de résilience, WeMoms, justement. Est-ce qu'on a vu des pratiques intéressantes pour incentiver de la recommandation entre clients sur un modèle SaaS ? Nous demande Gary. Écoute Gary, la recommandation, ou plutôt le parrainage en SaaS, il a toujours existé. Et ce qui fonctionne, ça fonctionne toujours un petit peu. C'est pas non plus dingue, quoi. Mais après, ce que font nos boîtes SaaS, quand elles attaquent des verticales données, c'est qu'elles créent des groupes entre les professionnels de ces différentes... entre des professionnels. Donc, par exemple, tu es un SaaS, tu attaques les office managers ou tu attaques les DRH. Bah, tu vas créer un groupe de DRH de discussion sur un sujet donné. Et en fait, tu deviens le faire-valoir de la communauté pour nourrir les discussions. Et c'est pas mal ça. Et je pense que c'est beaucoup plus puissant que le parrainage incentivé avec de l'argent. Comment Principles de Ray Dalio m'a inspiré pour écrire Human Machine ? Alors, ça m'a pas du tout inspiré. Je trouve Ray Dalio extraordinaire de justesse, de consistance, de discipline. C'est choquant, mais c'est vraiment choquant. Et je ne serai jamais au quart du tiers de la moitié de ce qu'il fait. C'est flippant, quoi. Il y a des gens comme ça, tu cherches pas, quoi. Ils sont dans un autre monde. Ils brillent par leur excellence. Ray Dalio, c'est vraiment un modèle pour moi. Comment se lancer au tout début ? Risquer ses fonds propres ou pas ? Écoute, pas trop, mais un peu. Je sais que c'est un peu une réponse facile, mais c'est la mienne. Hello Jean, est-ce que tu as une conviction que tu es prêt à défendre qui va à la rencontre de ce que 90% des gens pensent ? Bah, c'était le cas avec Zenly, c'était le cas avec Capitaine Train et ce sera le cas probablement avec d'autres startups à venir. Moi, mon job de toute manière, c'est de faire des choix sur la base de convictions plutôt que les autres et contre les autres. Et j'aime avoir raison contre les autres. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait kiffer et c'est un peu c'est un peu ma raison d'exister dans le VC. Comment tu renforcerais l'écosystème startup français en faisant venir de plus en plus de talents internationaux, mon cher Youssef? Quelle formation tu préconises à l'INSEAD, nous demande Guigui Pio. Écoute Guigui Pio, moi je fais une formation d'executive coaching qui est utile pour mon rôle d'investisseur, qui est très réactif et qui est peu proactif et sur lequel il faut que j'arrive à me créer plus de discipline et de consistance pour accompagner les entrepreneurs sur le long terme avec une relation qui est probablement un tout petit peu plus organisée et beaucoup mieux timée. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette formation en espérant qu'elle m'aide à y voir un peu clair. Je peux vous dire que c'est hyper dur de revenir sur les bancs de l'école. Moi qui ai détesté l'école, ça m'a fait faire des cauchemars cette histoire. Alexia nous dit que le problème des choix singuliers, c'est qu'on ne le sait qu'à posteriori que c'était une bonne chose. Alors ça, c'est vrai, Alexia, tu as raison. Et en même temps, souvent, et c'est ce que je disais dans mes choix d'investissement ce matin, je crois, lors de l'émission de Upcoming VC, c'est que quand tu es face à un choix singulier, il faut que tu arrives à réduire le problème à sa plus simple expression. Et si dans la plus simple expression de ce problème apparaît une évidence, c'est que tu es dans le vrai. Et donc, par exemple, sur Capitaine Train, c'était drôle parce que les investisseurs, personne ne voulait investir dans cette boîte-là. Et pourtant, si tu réduisais le problème à sa plus simple expression, c'était une évidence. Voyage SNCF était un site qui buguait beaucoup, qui a toujours bugué, qui a toujours été une blague parmi les développeurs. Entre le moment où tu cliquais sur le lien pour faire ton achat et le moment où tu faisais ton achat. Alors, quelqu'un me demande si j'ai rendez-vous. Si, dans 6 minutes. Donc, je vous lâche dans 6 minutes. Donc, au moment où tu faisais ton achat, tu avais une pub. C'est comme si tu allais chez le boulanger et que le mec, avant de te donner la baguette, te disait « Ah, comptez jusqu'à 15 ». Puis tu as compté jusqu'à 15, on te donne la baguette. C'est n'importe quoi. En plus de vendre du train, ils vendaient du voyage, plein de voyages. Donc en fait, tu n'avais pas que du train, tu avais des bannières partout pour te vendre autre chose. C'est comme si tu allais chez le boulanger acheter ta baguette et que tu avais des clous et des marteaux à côté. Je caricature un peu volontairement, mais c'est pour montrer, c'est pour pousser un peu le truc à son paroxysme.
Et le service client était inexistant. Donc en fait, le train, qui est quand même une commodité utilisée par beaucoup de monde, et d'ailleurs ça se voyait dans les corps de Capitaine Train, c'est une commodité, c'est utilisé par beaucoup de monde, c'est un marché de 70 milliards en Europe, et pourtant cette commodité, elle est mal adressée. Si vous regardiez d'ailleurs la satisfaction des clients sur Trustpilot, pour Voyage SNCF, pour Deutsche Bahn, pour Trenitalia, elle est affreuse. Et elle est affreuse pas seulement juste sur en fait, la consommation du train, mais sur la consommation de l'acte de réservation. Et donc, en rattachant ça à sa plus simple expression, ça démontrait l'importance de ne pas juste faire de l'affiliation, mais de posséder le process d'achat de A à Z et de renforcer l'expérience de réservation du billet de train. Et en fait, tu peux faire des choix singuliers à condition que tu arrives à réduire le problème ou la problématique à sa plus simple expression et te rendre compte qu'il y a une évidence énorme en face de toi. Et alors, je pense que c'est un aveu d'échec aussi, parce qu'en tant que leveur de fonds à l'époque sur Capitaine Train, j'aurais dû être en mesure de faire cette preuve d'évidence auprès des investisseurs quand j'ai accompagné Jean-Daniel et son équipe pour lever de l'argent. Et on n'a pas réussi, on l'a pas fait, on l'a mal fait. On aurait dû. Quelle tristesse. Mais c'est grâce à ça que j'ai connu Xavier Niel, Capitaine Train. Et donc pour ça, voilà, je suis éternellement reconnaissant à cette suite d'événements qui m'a permis d'en arriver là. Quelqu'un me demande si je suis pour ou contre l'euthanasie. Écoutez, c'est difficile d'être pour ou contre quelque chose qu'on n'a pas vécu et qui demande probablement beaucoup de recul pour le comprendre. Donc j'ai pas d'avis fixe sur le sujet. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ? Écoute, pourquoi pas ? Tout le monde peut devenir pâtissier aussi. Il y a des gens qui ont des talents naturels, ça c'est sûr. Moi, mon beau-frère, était un pâtissier, était un cuisinier extraordinaire. Il avait ce talent naturel chez lui. Et il y a des gens qui ont un talent. Je pense qu'il y a des gens qui ont un talent pour être entrepreneur et qui sont meilleurs que les autres, quand même si ça s'apprend. Une plateforme EdTech qui a plus d'1 million de visites par mois, toutemonannee.com. TOUTEMONANNEE. Dis donc, c'est compliqué ça comme nom. À quand un incubateur Kima ou de ce style sur Sophia pour faire du sans faire du station F? Me demande quelqu'un anonyme. Et je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas. Joker. Penses-tu que le travail en remote va se développer post-Covid ? Certainement que ça va se développer. Maintenant, le Covid, c'est pas du remote, hein, c'est du work from home dans des conditions particulières. Donc, le remote, ça demande de l'organisation et donc, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les environnements et c'est pas pour tous les jobs. Il faut faire attention de ne pas pousser le truc trop loin, quoi, hein. Que penses-tu des plateformes comme Early Metrics ? Je pense qu'on ne fait pas assez de travail d'analyse des gens, qu'on ne fait pas assez de travail d'analyse des risques, que c'est vrai en start-up et que si moi j'étais en mesure d'avoir plus d'éléments d'appréciation sur certaines boîtes, ça m'aiderait. Maintenant, j'aimerais bien voir aussi les boîtes que j'aurais foirées, dans lesquelles j'aurais pas investi, parce que un produit comme Early Metrics m'aurait dit « n'y va pas ». Et en fait, c'est plutôt ces contre-exemples qui m'intéressent. Je suis curieux de voir s'il y a des boîtes qui n'auraient pas passé le filtre alors qu'elles sont devenues des succès futurs. Ce serait sympa. Voilà. Alors, je vais vous mettre quelque chose qui s'appelle So Let's Begin de Cognitif. K-O-G-N-I-T-I-F. Et c'est l'album Monométrique. Bien, aujourd'hui, j'avais pas grand chose à vous raconter, mais vous en aviez des questions comme d'habitude. Alors, on va faire un deal. Enfin, on va sceller notre deal. Je vous ferai une émission sur l'éducation. Il faut que je travaille un peu avant. Je vous ferai une émission sur les choix singuliers des entrepreneurs qui réussissent. Et il faut que je travaille dessus aussi. Tant que vous êtes là, tant que vous posez des questions, tant que le temps s'y prête, que l'agenda s'y prête,
que j'ai la consistance, la discipline et le courage de venir là chaque jour, seul ou avec des invités, eh bien, on se retrouvera. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vais me connecter maintenant pour le jury de Hack the Crisis. Salut à tous! Turn myself undone, oh, you play again in my head. Empty nights shadow